Donc, dans les prochaines minutes, il y en a peut-être qui ont vu ce que je vais apporter ici aujourd'hui, alors que je l'ai offert la semaine dernière à Québec au Centre des congrès sous la conférence Le Point Cybersécurité. Mais j'ai mis une petite sauce épicée là-dedans du contemporain, donc de l'opération Israël qui est en cours présentement dans le cyberespace. On va faire une petite mise à jour avec ça pour qu'on ait une petite discussion ensemble avec. Donc, on va parler de ces éléments-là, des préoccupations, de ce qui se passe. Mais surtout, selon le titre, on va jaser des choses qu'il ne faut plus faire en cybersécurité, non pas surtout assumer de qu'est-ce qu'on ne sait pas, que c'est ça la réalité. Alors, vérification de cette réalité-là, c'est quoi? Bien, il y a plusieurs mythes qui existent, n'est-ce pas? Des mythes pour dire que l'installation d'un logiciel antivirus est suffisant pour assurer ma cybersécurité, que ce soit au travail ou à la maison. Combien de fois qu'on a entendu dans l'espace de travail qu'on avait un firewall qui était la solution magique qui venait à ce moment-là protéger l'entreprise, ce qui est complètement faux. C'est une succession de couches d'appareils qui va venir faire en sorte que ça va être la protection qui va s'installer. Ensuite de ça, facile de reconnaître les escroqueries? Non, de moins en moins. Les cybermenaces visent seulement les grandes entreprises? Non, tout le monde est visé par ça. Pour que, justement, le gain soit maximal pour le cybercriminel. Puis, le dernier, je ne connais pas rien aux ordinateurs, la cybersécurité, c'est trop compliqué pour moi. On l'entend souvent, ça, là, dans les familles, n'est-ce pas? Les gens veulent profiter de la technologie, veulent avoir le dernier iPad, le dernier iPhone, le dernier laptop, de quelque marque que ce soit, veulent en profiter, et là, ils ne veulent pas apprendre rien comment ça marche. Ça fait mal, parce qu'après ça, ça devient à ce moment-là ces points vulnérables qui sont exploités, et font partie, après ça, du problème et non pas de la solution. Puis là, bien, quand on visite nos familles durant le temps des fêtes, tout ça, tu travailles en informatique, toi déjà, tu peux-tu m'aider, petite affaire? Là, tu te retrouves à passer la moitié de la veillée à déboguer son ordi. Moi non plus, j'aime pas ça. Mais par contre, d'autres mythes qu'on a souvent sur notre chemin, c'est quoi? C'est l'informatique est plus abordable à l'interne. Autrement dit, former les gens à rester à l'interne, c'est quelque chose de payant à long terme, peut-être, mais l'expertise, elle, ça ne s'achète pas. Alors, c'est là qu'il faut aller chercher souvent à l'externe parce qu'à l'interne, ça peut prendre plus de temps, dépendamment de la grosseur de l'organisation, parce que les problèmes, eux, sont de plus en plus complexes. La mise à jour sont sous contrôle. Qui fait un bon cycle de mise à jour quand Microsoft sort 105 patchs un mardi? Quand est-ce que vous allez être à jour avec ces 105 patchs-là, quand vous n'avez même pas fini d'appliquer le cycle de mise à jour du mois d'août, septembre? Ça devient fou, là. Puis là, on parle juste des produits Microsoft. Vous faites les mises à jour d'Apple récemment. Il y en a eu 3. iOS 17.03 récemment. Et là, cette semaine, ils ont ressorti pour toutes les versions d'iOS 16 d'autres correctifs de sécurité. Alors, est-ce que vous avez, tout le monde, fait vos cycles de correction? Intéressant des fois de le savoir, mais surtout dans l'entreprise, c'est complexe. Les programmes de sensibilisation à la cybersécurité sont suffisants une fois qu'ils sont montés, sont distribués, sont enseignés. Puis on n'a pas besoin de les reviser. C'est faux. Parce que c'est beau d'être conforme, d'avoir généré ce programme de sensibilisation-là, mais s'il n'est pas revu avec tout ce qui se passe présentement, vous allez générer, encore une fois, entretenir un mythe de dire, bien, moi, je l'ai bâti, c'est suffisant dans le moment où je l'ai bâti, là, 5, 10, 15 ans. Bien, la menace n'était pas la même à ce moment-là. Puis le contexte n'était certainement pas le même de l'entreprise. Je ne sais pas d'entre vous s'il y en a qui sont consultants, mais quand vous allez chez un particulier, une compagnie, puis là, après ça, il le demande, viens m'aider, on est dans le trouble, on a eu une insertion, une incursion. Parfait, c'est quoi ta topologie? Bien, il donne la topologie au moment où le réseau a été bâti, voilà justement 10 ans, alors que le réseau n'est plus le même. Fait que c'est des éléments comme ça que ce n'est pas évident. Les acteurs de menace ne peuvent être arrêtés. Non, les corps policiers s'en viennent de mieux en mieux. Ils se partagent de plus en plus l'information à l'échelle internationale, Europol, Interpol, etc. Et de cette façon-là, ils sont capables de mettre la main sur les cybercriminels. Cependant, l'élément cybercriminel, eux autres, sont encore en avantage sur nous, je le répète souvent. Et c'est de cette façon-là qu'ils ont à ce moment-là à se passer les meilleurs trucs faciles, tout ce qui est vulnérabilité. Ils commettent des exploits, vendent des exploits sur le marché noir, et après ça, les méfaits sont accomplis. Mais les services policiers, par en arrière, sont toujours à la remorque, et éventuellement, il y en a qui font des gaffes, ramassent les preuves, puis ils sont capables d'arrêter certains éléments. On a eu ici au Québec 2 quand même assez notoires sur le dark web, qui étaient très forts.
Mais en même temps, il était bénin, il était confondu avec la masse. Il travaillait même, M. Vachon Desjardins, il travaillait même au gouvernement fédéral. Puis il travaillait donc pour une entité russe. Fait que c'est là que, des fois, autour de nous, on a des gens qui œuvrent dans ces milieux-là. Les acteurs de menace ne peuvent être, je l'ai dit, excusez, si nous sommes conformes, nous avons fini avec la sensibilisation de la cybersécurité. C'est drôle parce qu'on est dans le mois d'octobre, on est dans le mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Hey, 1 mois par année, on va en parler. Après ça, on n'entend plus parler. Ce qui est faux, ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être tout au long de l'année. Oui, on concentre, on maximise des activités de sensibilisation en octobre, mais le reste de l'année, il faut en parler. Il faut que ça reste vivant. Puis je le dis souvent avec des journalistes, des producteurs, si c'est important de toujours parler de finances puis de sport, pourquoi que la cybersécurité, tout d'un coup, ça ne l'est pas important? Pourtant, c'est toujours bien l'informatique qui soutient notre société. Hein? Notre transformation numérique, là, on est obligé maintenant d'aller à la banque via un portail sur Internet. Très peu vont aller au comptoir, très peu vont le faire de la façon traditionnelle. Mais c'est ça qui est l'enjeu. Tout autant que les perceptions de la cybersécurité par la haute gestion, c'est souvent que la cybersécurité relève de la responsabilité des services informatiques. Hein, en plus, le responsable, le directeur, le ciseau de l'organisation, c'est un 4e chapeau de responsabilité en dessous du VP Finance parce qu'il fallait qu'il le mette en quelque part. L'hiérarchie, des fois, est montée comme ça. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que le message ne rejaillit pas. Je l'ai vécu à bien d'autres places, puis quand j'ai accédé au rôle de ciseau du Québec, donc le sous-ministre adjoint à la cybersécurité l'an dernier, bien, c'était ça le message à lancer à la population et surtout l'entrepreneuriat. La cybersécurité, vous devez l'élever à un niveau qui est important, à la même importance que la finance. Les États-Unis ont fait la même chose en octobre 2021. The Office of the Director of Cybersecurity. Pourtant, il y en a une vingtaine d'agences de renseignement qui travaillent ça mur à mur. Mais ils ont mis, pareil, un sujet, ils l'ont élevé au niveau de la Maison-Blanche pour que ça ait cette importance-là. Et le message soit vu par l'industrie. Fait que c'est ça qu'il faut demander, ramener en avant-plan pour que les organisations le voient de façon sérieuse, mais surtout tous ceux qui y œuvrent, tous ceux qui y travaillent. Bon, un petit mot de passe, il faut mettre. Et voilà. Les cybercriminels ne ciblent pas les petites entreprises. C'est complètement faux. Tout le monde y passe. Partout où il y a un élément donc, financier à percevoir, ça rentre vous rentrez dans le liste de cibles. Les menaces prennent uniquement des facteurs externes. Les menaces proviennent aussi très bien de l'interne. La menace à l'interne, elle est très importante. La menace à l'interne est très créative. On a eu des beaux exemples dans les dernières années, dont entre autres ici au Québec, une personne qui avait faim, puis elle était se magasiner des cartes, manger au Saint-Hubert. Tu sais, ça arrive. C'est différent que Edward Snowden. Lui et puis Chelsea Manning à Star, Bradley Manning dans le temps, ils avaient des objections de conscience, eux autres. Alors qu'ils voyaient tout ce qui se faisait par l'appareil de renseignement gouvernemental, ils ont dit, il faut que j'expose ça, ça ne fait pas de sens, comment et pourquoi qu'ils le font. Fait que la menace, pourtant le NSA, on s'entend dessus que c'est une entité qui gère de l'information très croustillante, puis ils ont un programme de gestion d'information assez avancé, bien, ils se sont fait pogner pareil. Parce qu'ils assumaient que tout le monde était bienveillant, puis tout le monde avait de bonne conscience, etc. Fait qu'ils ont sous-estimé comment est-ce que quelqu'un peut avoir une objection de conscience avec l'accès ultime à tous ces renseignements-là, puis être capable de les exfiltrer. Fait que ça, c'est intéressant. Un bon pare-feu assure la sécurité, comme je mentionnais tantôt, mais des tests de pénétration effectués 1 ou 2 fois par année suffisent à protéger l'entreprise. Y a-t-il une périodicité obligatoire pour ça? Oui, moi je dirais qu'il faut en faire quand même fréquemment parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui est branché. Puis là-dessus, j'ai un bon exemple. J'ai une entreprise au Québec, j'ai été faire une expertise chez eux, puis c'est une entreprise avec un chiffre d'affaires d'une centaine de millions de dollars. Tu sais, c'est pas une binerie. Et là, ils se font pénétrer, ils font des acquisitions, les backdoors sont laissées grandes ouvertes et les malveillants rentrent à l'intérieur. Puis ils étaient pour exfiltrer beaucoup de données sensibles de l'entreprise. Et la seule façon, je devrais dire même la seule pièce d'équipement qu'ils monitoraient, c'est le mainframe, le AS400. Et quand ils ont voulu faire un accès non autorisé sur le mainframe, là, les alertes ont popé, là, tout le monde, ça courait partout, pour après ça se faire suggérer de mettre un gros firewall, puis tout le gros kit, vous allez être protégé après ça, blablabla. Mais là, après ça, il m'amène, il me dit, on n'est pas sûr de ce qu'il nous suggère, comment est-ce qu'on pourrait adresser ça? Bien, adresser ça, il faut reviser c'est quoi l'état de votre situation, parce qu'il y a sûrement d'autres fautes que l'intrusion a eu lieu, et pourquoi que ça a eu lieu. Fait que
je les ai produit un rapport, puis à la fin, je dis, il faudra peut-être vous conformiez à une certaine forme de guide de travail, qu'on appelle en anglais un framework, donc un cadre de travail. Et je lui présentais le NIST Cyber Security Framework qui venait de sortir 6 mois avant. Puis la réponse du directeur, ça a été justement, hey, le jeune. Puis là, quand je dis le jeune, c'est parce que c'est pour dire que c'est un bonhomme qui date d'une époque. Lui ici, je pense qu'il est venu avec le mainframe ou quelque chose comme ça. Mais le bonhomme datait d'une époque, puis là, il a dit, on n'est pas la NASA, on n'a pas besoin d'affaires comme ça ici. Je me suis étouffé avec mon café ce matin-là, j'ai dit, c'est beau, ça t'appartient, c'est toi la décision. 2 ans plus tard, bien, voici ce que c'est la NASA pour me faire dire que je n'avais pas raison de prendre ça en considération. La NASA, budget annuel de 350 millions en cybersécurité, qui a été défié par un Raspberry Pi à 35$. Comment? Bien, on sait tous que ce qui est temporaire en informatique devient permanent. Fait qu'il y a quelqu'un quelque part qui avait dans sa grande sagesse qui ont dit « Hey, on va faire un test, on met un Raspberry Pi, on va faire quelque chose. » Il est resté là. Quelqu'un fait un scan, fait un sweep du subnet, bang, trouve le Raspberry Pi. Ça a été détecté de l'externe, c'est rendu jusqu'à être capable d'aller potentiellement planter des commandes, faire changer le rover sur Mars pour faire ce qu'il y avait besoin. Ça, c'est au Livermore, les laboratoires de Livermore en Californie. C'est ça, à un moment donné, quand tu dis qu'on n'a pas besoin, nous autres, on est blindés, blablabla, le facteur humain joue pour quelque chose. C'est pour ça que je l'ai ramené, parce que ça me faisait, quand j'ai écrit l'histoire de la compagnie, justement, ça me faisait réfléchir que t'es peu. Ce n'est pas parce que c'est une grande organisation, qui sont mieux organisés, qui sont mieux structurés, puis lui arrive des affaires, ça ne peut pas lui arriver des grosses affaires comme ça. Parlant de vieilles affaires, parlons des vrais sujets. Le fax. Qui dans cette salle croit vraiment que le fax est sécuritaire? Oh, les docteurs, les avocats, les ignorants de la technologie, je les appelle. C'est sans diminuer personne là-dedans, mais ils ne connaissent pas la technologie. Donc, ils se sont fait dire, puis ça c'est un vieux précepte d'il y a 30 ans, 40 ans, oui, quand il y avait un appel commuté, décroche la ligne de téléphone au point A, le relais embarque, pour appeler au numéro de téléphone à destination vers l'autre relais. Et oui, c'était réputé comme quoi que c'était sécuritaire parce qu'il y a juste ces 2 lignes-là, à moins d'une tape physique sur le fil, qui pouvait faire interception. Mais dans les années 80, ça a changé, ça. Là. La numérisation des switches téléphoniques a fait en sorte que, électroniquement, c'était plus facile. Puis évidemment, sur IP maintenant, c'est encore mauditement plus facile. Fait que donc, quelqu'un qui essaie de me convaincre qu'un fax avec les protocoles T38 et T30, c'est comme un courriel que vous envoyez. C'est envoyé en clair. Et si vous êtes en mesure d'intercepter la communication entre les 2 points, ou peu importe par où que ça passe sur les Internet, vous êtes capable de voir le fax, de le décoder. Puis juste parce que décoder, c'est juste le protocole, il n'est pas un protocole IP natif. Et après ça, vous êtes capable d'extraire l'information très facilement. Est-ce qu'il s'en fait des fax sécuritaires? Oui, j'ai travaillé avec ça lorsque j'étais à la Défense. Mais vous deviez avoir un encrypteur, General Dynamics, qui était lui monté avec une clé qui fait partie d'un réseau de chiffrement, de mise à jour de la clé de chiffrement, connecté sur un téléphone Motorola STU3. Là, vous avez une infrastructure sécuritaire pour envoyer et recevoir de l'information dite secrète niveau 2. Personne n'a ça ici, là. Ça, c'est des applications gouvernementales. Alors, quelqu'un qui me dit qu'entre les docteurs, on est obligé de faire ça de même parce qu'il faut faire ça sécuritaire, il pourrait le faire par email aujourd'hui, puis ça serait la même mosus d'affaires. C'est ça que je ne comprends pas, qu'il n'y en a pas qui veulent prendre le move. Alors que quand à la Défense, en 1999, on a implanté l'infrastructure à clé publique, bien ça, c'était pour justement amener un moyen moderne d'utiliser aussi les méthodes modernes de chiffrer l'information jusqu'à un certain niveau. Parce que l'information médicale et personnelle, ça peut aller jusqu'à un niveau protégé B au gouvernement fédéral, mais ce qui veut dire peut-être confidentiel dans le monde civil, et qui, à ce moment-là, amène la capacité de faire une signature numérique de l'information, tout autant que ça devient un gage d'authenticité pour vous connecter. Pourquoi pas prendre la carte puis la mettre sur un port USB avec un lecteur de carte à puce et ça devient votre clé pour prouver votre identité que vous êtes derrière le clavier. Il me semble qu'on entend parler qu'il y a des problèmes de même encore 23 ans plus tard, 24 ans plus tard. C'est fou, là. Il y a une solution qui est implantée, elle est prouvée, ça marche encore, là. Le gouvernement fédéral américain aussi l'a implantée depuis des années. Pourquoi que ça n'avance pas là, ailleurs? C'est un gros mystère. Mais ça naît un élément qui est accessible, qui est disponible et qui va faire en sorte que des vieilles affaires de fax vont disparaître éventuellement. En tout cas, je sais qu'il y a un gros marché, les vendeurs de fax sont contents, puis ils intègrent encore la technologie un peu partout, mais ça n'a plus sa place. Fait que donc, pourquoi qu'on dit que ça n'a plus sa place? Il faut penser à une chose. Les évaluations de menaces et des risques vont nous dicter comment est-ce qu'on va faire notre prochain déploiement, qu'est-ce qu'on va faire comme changement.
J'aime bien cette citation-là du directeur Vigneault du SCRS, qui a dit en 2021, peut-être vous diriez qu'en tant qu'universitaire scientifique, entrepreneur, même citoyen, la sécurité nationale ne vous concerne pas. Mais sachez qu'il nous assurait que la géopolitique, elle, s'intéresse à nous. Ce qui veut dire que l'échiquier mondial, la manière que s'en vont les affaires, on était contents, on veut dire, quand l'Internet est devenu commercial, disons ça comme ça, au début des années 90, c'était fantastique. Là, on pouvait à ce moment-là voir un paquet d'informations à travers le monde et voir le monde. Mais l'autre bord aussi, le monde maintenant pouvait nous voir. Et là, quand les gens disent ben, j'ai rien à cacher, j'ai rien à offrir de bizarre, c'est drôle, les autres pirates à travers la planète, ils trouvent toujours quelque chose à venir nous voler ici. Alors, c'est ça, de moment donné, il faut comprendre comment ça marche. Et comment ça marche? Mais c'est que vous avez donc, selon l'évaluation des cybermenaces nationales émise par le Centre canadien de la cybersécurité, ils ont mis ça de l'avant, puis ça fait 3 rapports qu'ils ont mis de l'avant. Et on a cette façon-là de classer qui vient nous menacer. L'État-nation qui est dans le haut de la liste, bien, ce sont les 4 pays qui ont quelque chose à nous reprocher. La Chine, l'Iran, la Russie et la Corée du Nord. Les 4 grands pays qui viennent nous faire du mal, qui veulent nous faire du mal, mais qui en même temps, on ne s'entend pas trop avec. Puis qu'est-ce qu'ils viennent faire, ces États-nations-là? Bien, qu'est-ce qu'ils ont un intérêt à venir voler au Canada, aux citoyens comme aux institutions? Bien, c'est premièrement la Chine qui a fait un bond fantasmagorique en 50 ans. Comment est-ce qu'ils ont réussi à faire un rattrapage industriel et économique si grand que ça, si ce n'est que par l'espionnage? Huawei est né du vol de propriété intellectuelle de Nortel. Puis après ça, les Chinois, présentement, appliquent la sécurité quantique sur les réseaux informatiques, dans le trafic diplomatique, dans le trafic militaire, autrement dit, trafic de communication, 4 ans avant tout le monde. Pourquoi? Bien, le Canada, il s'est fait voler sa recherche fondamentale sur la sécurité quantique, comme plusieurs autres pays dans le monde. Par qui? L'unité 61398, du 2e bureau de reconnaissance technique en Chine. Eux autres sont 120 000 soldats à la charge de l'État qui font ces opérations-là. Il y en a qui sont spécialisés au sud-est asiatique. L'unité 61398, c'est pour tous les intérêts de l'Ouest, de l'industriel, tout ce qui est propriété intellectuelle, militaire, institutionnelle. Ils ne font que ça. Ils sont payés pour ça. Nous autres, ici au Canada, on n'a encore même pas 100 personnes dédiées à la tâche. Puis on n'en fait pas d'opération offensive. On est là pour défensif. Mais c'est déséquilibré. La Russie en a de mémoire 5-6 000, tout comme les Américains. Le TAO au NSA sont 5-6 000 aussi. Mais eux autres, ils ont des contextes politiques qui les aident à mener des opérations offensives. Nous autres, on n'est pas là pantoute. Mais on peut-tu au moins avoir les fonds et les forces nécessaires pour protéger qu'est-ce qu'on a? Ça serait une maudite bonne affaire. En deuxième lieu, on a ici cybercriminels. Bien, ça, c'est toute la gang de rançongiciels à gauche par à droite qui s'amusent à venir voler tout le monde. Ça ne changera pas demain matin. Après coup, vous avez en dessous, vous avez les hacktivistes. Donc, je vais en parler un peu plus loin. Tous les gens qui viennent créer de la désinformation, qui viennent créer du brouillard électronique dans notre quotidien. Puis j'en ai une bonne liste à vous présenter. Ensuite de ça, vous avez... Bien, absolument, avec plaisir. Servez-vous, messieurs, dames. Mais moi, j'en prends pas. Non, ben j'ai du bon stock que le médecin m'a donné l'autre jour, là, puis ça n'a pas bon mélange avec ça. Prends-la à ma santé, comme on dit. Ben, on va prendre un shot d'eau, là. Ça a l'air du whisky, là, on ne dira pas. Cheers to you. Merci. Donc, vous avez les éléments terroristes. On les voit à l'œuvre depuis samedi dernier qui se sont un petit peu plus ravivés dans certaines parties de la planète. Puis, c'est inévitable que, oui, du cyberterrorisme, ça existe. Mais c'est souvent lié avec le cyberactivisme, qu'est-ce qu'il va faire. Et maintenant, bien, les éléments cinétiques, autrement dit, qu'est-ce qui se fait dans la vraie vie, vont venir influencer qu'est-ce que le cyberterrorisme va faire. Et après ça, nous tous, ici, on se retrouve dans les 2 derniers, qui sont ceux et celles qui ont des sensations fortes, j'en suis la preuve. Puis après ça, le dernier, qui est celui que vous ne suspecterez pas de l'interne, qui va voler de l'information, qui va à ce moment-là vous mettre à risque dans l'organisation, que ce soit un gouvernemental, privé ou whatsoever. Fait que ça c'est fatigant parce que le dernier est très difficile à détecter. Il peut y avoir tout simplement séparation amoureuse, problèmes financiers, il va être soudoyé parce que là, il y a des problèmes de dépendance au jeu, à la drogue ou n'importe quoi d'autre. Puis après ça, bien, il y a des agents d'influence qui vont aller le spotter,
puis ils vont le faire chanter, puis lui, il va voler de l'information à l'interne. Ou il peut avoir faim, puis il va aller chercher des cartes chez Saint-Hubert. Je l'accroche celle-là parce qu'elle frappe l'imaginaire. Le bonhomme il avait accès à des millions de dollars de revenus. Il a choisi d'avoir pour 700$ de carte. Anyway. Je ne veux pas juger personne, mais je dis juste qu'il y avait de belles opportunités. Anyway. Selon ThreatPulse, vous avez ici 15 erreurs de cybersécurité courantes dans l'entreprise. Et ces 15 façons de faire-là, je veux dire, on les retrouve souvent. Quand quelqu'un va faire des audits ou va travailler sur comprendre si une organisation est sécuritaire ou pas, bien ça en est des éléments qui peuvent être facilement retrouvés. Jamais effectuer d'évaluation du risque d'affaires, donc un Business Impact Assessment. Tout comme l'évaluation des menaces et des risques, un Threat Risk Assessment, ça se fait rarement. Pourtant, c'est ça, c'est le document de base qui vient justifier l'application de quelles mesures. Hein, vous avez pour 100 000 $ de biens à l'intérieur de votre organisation, c'est-tu justifié de juste mettre 10 000 $ pour protéger tout ça? C'est là qu'il y a un check and balance à faire, autrement dit. Il y a vraiment une vérification de crédibilité des moyens à déployer versus qu'est-ce qui est à protéger. Donc, si vous arrivez à justifier au patron, il faut mettre 200 000 $ de budget de cybersécurité parce qu'on a pour 100 000 $ s'il arrive quelque chose. Ah, là, ça a peut-être du sens. Mais l'inverse, par exemple, c'est fou. Tout comme à ce moment-ci, cette semaine est sorti ce rapport-là du CISA et du NSA, disant que eux, les Blue Team, Red Team, se sont déplacés sur le terrain envers diverses organisations. C'est le constat qu'ils ont fait des 10 mauvaises pratiques les plus couramment rencontrées dans leurs interventions. Puis de la liste, les 15 autres points principaux, vous avez vu avant, on en retrouve des fatigants, là. Séparation inadéquate des privilèges utilisateurs et administrateurs. Ça veut dire que vous avez des gens qui travaillent sur un réseau qui sont super admin ou root password de quoi que ce soit. Voyons donc. Ça aussi, c'est des trucs qui s'appliquent depuis le début des années 2000 dans les organisations qui sont sérieuses. Alors, on est des domaines admin, on travaille avec notre compte normal et si on a besoin de faire une opération avec des privilèges élevés, on commet le nom d'usager mot de passe du privilège élevé pour le seul besoin de faire authentifier l'action. Puis après ça, on continue. Mais pas travailler constamment et couramment avec le même compte. Tout comme après ça, je l'avais ici, absence de segmentation de réseau. Puis on va le voir juste dans le slide d'après. Un seul subnet. Vous savez que vous avez ça, vous rencontrez ça souvent, un seul subnet. Partout. Vous le rencontrez partout. Le Hackfest, présentement, le SSID Hackfest, il est monté sur un SSID qui a un subnet de /16, donc 255.255.0.0, qui est bon pour 65 534 adresses. On n'est pas tant que ça ici, mais je trouve que c'est grand comme subnet pour être capable à ce moment-là d'accommoder tout le monde. Mais dans une entreprise, ça vaut la peine d'avoir tout ce monde-là sur un même. Une autre histoire. Je suis à Montréal et je fais une installation d'un système de vidéoconférence pour parler avec d'autres bureaux que la compagnie a en Allemagne, en Europe, tout partout. Fait que là, on fait un premier test, on configure la machine, on envoie ça en Allemagne, on fait à telle heure, telle date le test, no problem, ça connecte, tout le monde est heureux. Il me rappelle 2 jours après, il dit « Hey, ton affaire, ça plante après 1 heure. » Qu'est-ce que c'est, ça plante? OK, la machine a peut-être brisé, on fait un RMA, on commande une machine de remplacement. Machine étant une caméra avec un codec, puis à ce moment-là, branché sur la TV. Même affaire, il me rappelle le lendemain, il dit « Ton affaire ne marche toujours pas, ça plante après 1 heure. » Non, c'est pas en machine. Ça se peut pas 2 machines back-à-back qui ne marchent pas. Fait que là, back-à-back, je les plug avec un câble inversé. Pendant 24 heures, ils roulent, ça ne plante pas. Bon, ben, on va les mettre sur un réseau, un subnet tout seul, ça ne plante pas. Bon, ben, c'est pas ça. Après ça, j'y remets les deux pour communiquer juste dans le même réseau, dans le même subnet de la compagnie, pour me rendre compte. Il m'avait fourni un plan d'adressage qui était un seul subnet pour 400 serveurs, 600 usagers. Et avec l'ingénieur de Cisco, on s'est rendu compte, le stack, il y avait un overflow parce qu'il y avait trop de broadcasts sur le réseau. C'est capotant, là. Fait qu'après ça, aussitôt qu'on les a commis dans un réseau isolé, puis on faisait une installation de téléphonie IP par après, aucun problème avec ces appareils-là. Là, après ça, j'ai été voir le directeur TI, j'ai dit « C'est-tu lent, votre réseau, des fois? » « Ah, du oui, mais ça passe. » Oh. Bonne journée, moi je m'en vais. Je ne voulais plus mettre de... Non, ça est le genre de canne de verre qui existe dans des grandes entreprises. Ça aussi, ce n'était pas une bénerie là, qui manquait de fond. Il y avait un gros roulement, mais il y avait un piss poor job d'architecture là-dedans. Je pourrais vous parler de d'autres grandes entreprises comme ça que c'est vraiment pas impressionnant. Et si vous sauriez comment ça se passe, vous ne feriez peut-être pas affaire là. Ce qui nous amène justement, quand vous avez fini votre journée de dur labeur, vous revenez à la maison. Avez-vous terminé
votre travail de mise à jour et d'appréciation de la sécurité. Ben non! Aujourd'hui, la mise à jour du frigidaire a-t-il été faite? De vos caméras de surveillance, de votre routeur domestique et de tout autre appareil connecté comme ça. À cette heure, il ne faut pas oublier, vous avez un char, c'est un ordinateur à 4 roues. Il a été mis à jour, lui-ci, récemment. Alors, tout ça fait en sorte que la surface d'attaque vient partout. Votre téléphone, votre tablette, votre laptop, c'est ouvert quasiment 24 heures sur 24, ces affaires-là. Sont-ils à jour? Qui a accès à ça? Vos authentifications pour aller, plutôt vos résolutions de nom pour aller sur l'Internet, est-ce qu'elles sont vérifiées? Passez-vous donc par un DNS firewall. Ou bien vous avez n'importe quoi qui passe sur votre téléphone, vous cliquez, puis ça s'en va partout, puis vous participez justement au botnet parce que vos appareils sont contaminés et c'est des zombies qui participent à ces opérations-là. C'est tout ça qu'il faut se garder en tête parce que tout ce qui a connotation smart, toutes ces bébelles-là, j'appelle ça des bébelles, surtout les téléviseurs, c'est un bel ordinateur que bien souvent même, il est équipé d'une caméra qui vous épie, encore une fois pour des fins de documentation, selon les énoncés officiels, mais que pourquoi qu'un téléviseur vous regarde? Pourquoi qu'après ça, même le frigidaire, ceux et celles qui ont des frigidaires avec un écran pour savoir quand le lait passe date, vous pouvez le sentir encore, ça ne coûte pas cher. C'est moins le fun, mais l'ordinateur, à ce moment-là, qui est dans l'appareil comme ça, est-ce qu'il peut être compromis pour servir à d'autres choses? Chris Roberts, c'en est un bonhomme que je suis, j'admire beaucoup. C'est un hacker professionnel. Et en 2015, il a présenté au RSA à San Francisco un hack qui aurait performé. Je dis aurait parce qu'il n'y a pas moyen de vérifier autrement. Et qui aurait été en mesure, lui-là, de se rendre jusqu'à être capable d'activer ou désactiver une turbine dans un plant hydroélectrique en Oregon. Et tout ça avec l'assistance de compromission d'un IoT dans une maison. Fait que ce n'est pas de la science-fiction. Ça se fait. Fait que plus loin, ils ont besoin d'aller chercher quoi? L'information, ça vaut cher. L'information de quoi? La propriété intellectuelle, renseignements financiers, personnels, sont toutes en sollicitation pour être en mesure d'amener ça et revendre éventuellement. Toujours, c'est une question d'argent, tout le temps. Et là, de plus en plus que vous en prenez de l'information et vous en dilapidez, mais quand il arrive d'autres failles de sécurité d'information, ça se retrouve dans ces éléments-là. Ce n'est pas la première fois que je le présente, ce graphique-là, mais il frappe. Il frappe parce que ça démontre l'amplitude de la situation, des fuites un peu partout. Puis oui, on voit Facebook à 3 places là-dedans, MyFitnessPal, ceux qui s'entraînent. Tu sais, Strava, il y en a qui peut-être s'entraînent avec ce logiciel-là. Strava a mis au grand jour des endroits d'opérations militaires dans le monde, en Afghanistan principalement. Comment? Mais parce que ceux et celles qui s'entraînent, ils documentaient leurs performances, etc., ça s'en allait sur le serveur de Strava. Eux autres, ils ont été compromis. Bang! Toutes les localisations en GPS, temps réel, tu as tout là. Oh, ça c'est intéressant. Ça a donné lieu à une directive officielle du United States Marine Corps d'interdire après ça que le monde s'entraîne avec des appareils à GPS. Mais il a fallu une conséquence à une situation réelle pour que ça arrive. Ils l'ont-tu fait, d'après vous autres? Non. Ils continuent à s'entraîner. Ils n'ont juste pas pris Strava, ils ont pris d'autres choses. T'sais. Fait qu'après ça, ça s'en va, ça se répand sur les internets. Question quiz pour vous autres. Desjardins, il est où là-dedans? Il est là. Moi, je le vois là. Il est là. Il est juste ça. Fait que c'est juste pour vous dire que notre événement collectif qu'on a vécu ici, c'est une goutte dans cet océan-là. Fait qu'imaginez, là, nos identifiants personnels par Desjardins ont été compromis, plus le restant. Fait que ça commence à faire des dossiers intéressants sur les individus. Tout autant que là, ça s'en vient dans un avenir très rapproché que les véhicules automobiles. Ça a été une étude. J'ai publié un article en début septembre, il y a un article de la presse qui est sorti il y a 2 semaines, disant que les 25 constructeurs automobiles qui ont été questionnés le disent. Nous autres, ça nous intéresse comment le conducteur se comporte, qu'est-ce qu'il fait dans le véhicule, comment est-ce qu'il se déplace en véhicule, etc. On l'avait vu dans les années passées avec juste un bidule, tu rajoutes sur le port au DB2. Mais là, c'est rendu le véhicule au complet, transmet tout ce que vous faites avec. Pour faire quoi? Pour générer 750 milliards de revenus par 2030. Tous les constructeurs automobiles, c'est ça qui s'intéresse à aller chercher. Ce n'est plus l'or, ce n'est plus le pétrole, c'est les données personnelles qu'on a à générer qui vient faire ce marché-là. À cette heure, avez-vous le choix, comme consommateur, client, de dire « Moi, je m'en soustrais, je ne veux plus ». Tesla, ils l'ont dit. « Oui, pas de trouble. On respecte ta vie privée. » Mais à cette heure, les mises à jour, il faut être chez les concessionnaires une fois par semaine les faire. Parce que le software, il est remis à jour assez fréquemment. Puis en passant, bien là, tu n'auras plus accès à tel feature dans l'automobile. Et justement, tu as beaucoup de constructeurs, ils mettent
l'automobile, 100% de tous les accessoires possibles. Mais là, si tu vas avoir accès à la chaufferette, c'est 8 piastres par mois. Si tu vas avoir accès au cruise control, ça va être 2 piastres par mois, etc., etc. C'est fou, là. Tout ce que ça vient logiciellement gérer, ça s'en vient pour des raisons comme ça. Fait que c'est pour ça que je vais regarder mon vieux char pendant encore 15 ans. Il est analogue, je sais qu'est-ce que j'ai à faire avec. Mais c'est encore ironique. Je l'ai acheté un véhicule de 2013, je l'ai acheté en 2016 et j'avais toutes les 3 dernières années que l'ancien propriétaire et toutes les données GPS, ses préférences musicales, son carnet d'adresse, tout était dans le disque dur de 60 gigs qui était dans le véhicule. Pourquoi 60 gigs dans un char? Qu'est-ce que ça fait là? Je n'ai pas compris encore celle-là. Anyway. Présentement, quand on parlait tantôt des cybermilitants, les hacktivists qu'on dit en anglais, ça c'est une recherche là, qui est ressortie cet été disant les principaux protagonistes. Et on voit le plus gros de la tarte à droite, c'est Anonymous Sudan, Killnet et No Name 057, qui sont les plus gros joueurs à l'œuvre présentement. Puis toutes les autres ici en haut, là, c'est tous des wannabes, là, peu importe. Les hacktivistes, ils s'en prennent à toutes sortes d'organisations pour créer du dérangement et à ce moment-là, en prenant des attaques de données de service. Google a publié justement une étude qui a arrêté la plus grosse attaque de données par données de service à 338 millions de requêtes par seconde. Cloudflare ils l'ont eu à 150 millions. Microsoft, je me souviens plus trop, je pense que c'est 100 millions de requêtes par seconde. Il n'y a pas gros d'équipements sur la planète qui sont capables de soutenir et enlever la cochonnerie de ce taux-là qui arrive de requêtes par seconde. Donc, s'ils ont accès à ces genres d'appareillages-là, via des botnets, via des appareils compromis, ça commence à être tannant parce qu'il y a un gros marché que c'est du denial of service as a service, denial of service attacks by software as a service, et que là, à la pièce, ils choisissent qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire. Vous voulez avoir une attaque de données de service d'1 terabit par seconde, pas de trouble, tu as ça, ça va coûter tant, tu vas avoir ça la campagne pendant combien de temps, 2 semaines, parfait, ça va être X, etc. Ils composent les attaques au fur et à mesure qu'ils ont besoin de régler un problème ou de créer un problème. Puis en passant, ces trois-là, ben c'est le service de renseignement russe étranger et le service de renseignement militaire russe, le GRU, le SVR et le GRU, qui sont derrière ces opérations. Donc, ce n'est pas juste des adolescents, des hoodies qui sont dans le fond d'un sous-sol. C'est des opérations militaires, encore là avec un front à toute apparence civile, pour ne pas qu'il y ait attribution facile et dire que, hey, c'est ce gouvernement-là qui nous a fait la passe, on va les attaquer de l'autre bord. Ce qui a donné lieu justement avec l'Opération Canada le 20 septembre dernier, que le gouvernement indien a un petit problème avec le premier ministre qui est allé en Inde, qui a fait un fou de lui encore, il a fait un fou du Canada. Puis là, l'opération qui a été menée, l'Opération Canada par l'Indian Cyber Force, ont amené ça et dit, le Canada, vous allez voir, les autres l'Inde, on est fort, on est capable. Et ils ont mené une opération de denial service. Il y a eu 7 web defacements documentés par des entreprises à Toronto. Le site des Forces armées canadiennes, il a été interdit, un DDoS de 2 heures, mais il n'a jamais été compromis. Ni aucun site gouvernemental n'ont été compromis. Quand on dit compromis, c'est que justement, il y a un web defacement, autrement dit, la page web a été vandalisée. Et après ça, il y a de l'information qui a été extraite. J'ai mis la main sur une base de données de 79 000 adresses et mots de passe que l'ICF a laissé couler. Mais jusqu'à ce jour, je n'ai pas été capable d'identifier à quel site appartient ça. Parce qu'il y a une multitude d'adresses .gov.ca, il y a une multitude d'adresses .gc.ca. Et c'est là que j'ai soumis ça aux autorités appropriées. Mais vous devriez voir justement la pauvreté des mots de passe là-dedans. Ça va faire l'objet d'un autre talk bientôt. C'est du matériel très intéressant. Mais les denial of service, ça donne évidemment ça, les services qui ne sont pas disponibles. Ce qui a été surprenant dans cette semaine-là, c'était No Name 057 qui aurait fait planter, puis je dis aurait encore, malgré les notices officielles, qui ont fait planter le système d'identification des passeports via l'accès à Montréal pour l'ensemble du pays. Puis, avec vérification, avec des contacts à l'interne du gouvernement fédéral, ça aurait été la cause que le système aurait été mis hors ligne. Ça fait peur, ça, là. C'est un système opérationnel. Ça ne devrait même pas connecter Internet. Mais il l'est parce qu'on utilise maintenant ArriveCan. Puis ArriveCan, la face est sur Internet. Fait que il y en a, je pense, qui ont oublié une petite composante que, hey, si c'est opérationnel, ça ne devrait pas être facilement dérangé, mais ils l'ont fait.
Fait que quand on dit que dans le conflit d'Israël avec la Palestine, en date du 9-10, il y avait à ce moment-là 48 groupes, il doit être rendu à une soixantaine de groupes à caractère donc de militantisme qui sont à l'œuvre actuellement à déranger les infrastructures d'un paquet d'organisations sur la planète. Ça a commencé envers les institutions d'Israël et là, ça a débordé en Europe. Puis je suis pas mal certain, dans mon coup, ça va s'en venir chez nous assez vite. Pourquoi? On en a des intérêts juifs qui sont ici. Je devrais dire des intérêts qui appartiennent à des gens, des résidents d'Israël. Mais la communauté juive, en fait, elle est ciblée. Alors qu'à côté ici, il y a quelques groupes qui sont pro-Israël, dont l'Indian Cyber Force. Pourquoi? Parce que là, 3-4 mois, ils ont signé une entente commerciale entre les deux pays et ils vont aller sur le côté que le gouvernement est. Parce que si un groupe de cybermilitants ne back pas son gouvernement, qu'est-ce qui arrive si jamais il arrive du trouble à ce groupe-là? Le gouvernement il va y pointer dans la direction, il va dire, regarde, vous, là, vous les cherchez, ils sont dans ce coin-là, allez là-dedans, on n'a plus besoin, eux autres. C'est pour ça qu'il y a eu des prises de position quand le conflit en Ukraine a commencé. Killnet, Anonymous Sudan, vous aviez Conti, ils ont tous pris allégeance au gouvernement russe pour avoir cette protection-là. C'est pour ça que n'importe quand, s'il arrive un incident, bien, ils vont faire des attaques contre l'intérêt russe. Dans ce cas ici, l'intérêt russe, ils ont intérêt à ce que l'Israël ne soit pas, qu'ils ne réussissent pas envers la Palestine, envers le Hamas. Fait que vous avez ici les trois qui sont cités, UserSec aussi de connotation russe, et la majorité des incidents sont notés ici, les outils utilisés sont des DDoS. Mais, pas plus tard que là, 45 minutes, il y a ces mises à jour-là qui se sont produites. Donc, vous avez, c'est quel groupe celui-là ici? Bon, ça doit être un groupe à connotation pakistanaise. Ils disent qu'ils ont réussi à aller prendre accès sur un site web en Israël, tout comme celui-ci, que vous avez les Cyber Avengers qui auraient pris accès à avoir tout l'accès, c'est-à-dire au système de caméra d'un système de plan d'assainissement des eaux en Israël. Fait qu'ils disent après ça, il y a un petit message, je ne sais pas si c'est celui-là. Il dit en tout cas qu'il va y avoir d'autres conséquences. Là, ils ont juste démontré qu'ils étaient capables d'avoir accès au réseau de la caméra, mais ils ont eu accès à d'autres choses. Autrement dit, ils ont eu accès au système de contrôle industriel. Ça, c'est l'autre partie qui commence à être fatigant. Fait que s'ils ont été capables de le faire dans ce contexte-là en Israël, sachant que la culture de la cybersécurité est très bonne, sachant que c'est un contexte quand même bouillonnant, qu'est-ce qui est notre posture ici? Ça fait plusieurs années que le Centre canadien de la cybersécurité, les autorités canadiennes le disent. On est vulnérable à bien des points. Il y a une étude qui est sortie il y a 2 ans, si mon souvenir est bon, l'an passé, je devrais dire, sur 3 municipalités au Québec qui ont fait l'étude pour mesurer si l'infrastructure essentielle pour accéder à des plans d'assainissement des eaux était satisfaisante. Le rapport n'a pas été publicisé à grande vapeur, hein, parce que vous n'êtes probablement même pas au courant qu'il y a eu lieu. Mais le rapport existe publiquement. Et ça disait qu'il n'y avait pas des bonnes mesures. Les municipalités, c'est un maillon faible présentement dans notre écosystème municipal, je veux dire, dans l'ensemble de notre société, parce qu'ils ont le plus d'informations, ils ont le plus de ressources envers nous, citoyens, et qu'ils devraient être protégés adéquatement, mais ils manquent de funding, puis ils manquent justement de personnel, comme nous ici. Fait que ça va pas bien. Puis après ça, vous avez ici donc le team Bangladesh en plus qui est là-dedans. Fait que vous voyez un peu, il y a un mix international. Encore là, c'est tout à distance. Puis ils veulent tous y mettre du sien pour que ça puisse faire quelque chose de différent. Fait que quand on dit qu'on a une nouvelle approche, il faudrait peut-être justement regarder qu'est-ce qui est à produire. Il faut penser à l'élément monétaire avant un événement et non pas après l'événement. Parce que tout simplement, j'ai vu dans bien des cas que là vu que la carte de crédit est débloquée, là, on a des sources illimitées d'argent, tout le monde va acheter n'importe quoi. Puis évidemment, malheureusement, il y a certains vendeurs qui vont peser pour leurs besoins, puis ils vont vendre des solutions sans mesurer qu'est-ce qui est à considérer à l'intérieur. Ils vont vendre une boîte pour une boîte. Mais le travail de fond ne sera pas fait et ça va être à recommencer plus tard. Vous avez l'assurance cyber-risque. Est-ce que ça vaut la peine d'aller se procurer ça? Ça a commencé, c'est une aventure qui a commencé il y a une dizaine d'années, ça là. Et les souscripteurs, encore une fois, eux autres voulaient vendre un contrat, puis hey, tu vas me rapporter tant. Ils se disaient, ça ne fera pas grand-chose. Malheureusement, les rançongiciels ont prouvé que c'est une business qui est très payante. Et depuis les quelques dernières années, le prix a augmenté pour avoir et souscrire une assurance cyber-risque. Les critères aussi pour y accéder ont augmenté, avec raison.
Avant ça, quelqu'un pouvait se l'acheter, puis ça coûtait juste le prime, puis tout, that's it. Là, maintenant, il y a un petit formulaire, non pas recto-verso, mais bien une dizaine de pages à remplir pour comprendre c'est quoi votre posture. Même affaire que votre assurance maison, votre assurance véhicule automobile. Et dans les mêmes cas, est-ce que vous êtes absolument protégé? Vous n'aurez pas de cyberattaque, une assurance cyber-risque. Je le dis comme ça parce qu'il y en a qui croient que c'est une ombrelle magique et il n'y aura pas de cyberattaque si vous êtes cyber-assuré. Ça fait juste venir éponger le dommage, le dégât, c'est tout. Mais en même temps, il y a deux études intéressantes ici. Plutôt un truc légal qu'en mai dernier, la compagnie Merck, une petite pharmaceutique aux États-Unis, eux autres ont été victimes de NotPetya en 2017. Et là, en 2017, si on se rappelle, NotPetya, c'est un élément russe qui a généré le code et qui ont dit on va faire suer l'Ukraine avec ça. Fait qu'on va faire suer tout ce qui est la structure gouvernementale, pas gouvernementale, pardon, de la finance. Fait qu'ils ont ciblé la compagnie Medoc et ont été capables d'insérer le code malicieux dans le système de mise à jour global de cette entreprise-là pour qu'il paralyse tout le monde qui se sert de ce programme-là. Bien, guess what? Le logiciel était dans 65 pays. Fait que tu as 65 compagnies des pays ailleurs dans le monde qui en ont été victimes, dont Merck, le transporteur de containers, Ruskov, en tout cas, il y a une compagnie pétrolifère russe aussi qui a été mise dans la malle, et après ça, Merck, la pharmaceutique. Fait qu'eux autres, ils ont dit, hey, on est assuré avec cyber-risque, on est correct. On va aller faire notre réclamation. L'assureur dit, non, 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 c'est un contexte de guerre, tu n'es pas assuré. Pardon? Qui est en guerre contre qui? On n'est pas en guerre contre personne. L'assureur essayait de déterminer, parce que c'est un élément russe, il était avec l'Ukraine, non, 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 c'est pas compatible, on ne dédommage pas. Mais en cours d'appel, ils ont réussi à avoir gain de cause parce que justement, le contexte cyber ne démontrait pas qu'il y avait un conflit et c'était justement une mauvaise mise à jour provenant de la compagnie en arrière, Medoc, et qui ont été capables d'avoir un gain de cause. Donc, bonne résolution pour eux. Puis après ça, en juillet dernier, l'Institut Russie a déterminé que, parce qu'il y avait une rumeur qui court, si vous êtes cyber-assuré, vous allez être une cible de choix parce que c'est certain que l'argent va suivre pour décoder la clé, avoir la clé plutôt, puis décoder les systèmes qui ont été chiffrés par un rançon logiciel, ce qui est faux. Pendant longtemps, oui, c'est vrai que c'est intéressant. On met de 2 secondes, on met un chapeau noir, puis on dit qui serait intéressant, on pourrait aller attaquer. Bien, oui, une compagnie qui est assurée, ils ont des fonds, ils ont des ressources, parfait, on peut s'attaquer à eux autres. Le rapport le dit, certains vont l'être pour ces raisons-là, mais ce n'est pas une raison sans, hors de tout doute, que vous allez être la source de cette attaque-là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mesure, comme conseil à mettre de l'avant? Puis ça, c'est dans tous les genres d'entreprises. Ne jamais sacrifier la sécurité à la rapidité. Ça serait-tu le fun, ça se passerait de même? Surtout que la mise en chantier de certains projets, il y a des projets que ceux et celles qui sont responsables de livrer ça, là, parce qu'il y en a une personne qui l'a demandé, « Hey, il faut que tu me livres ça, puis en passant, je t'appelle parce que j'ai besoin de ton aide pour intégrer la cybersécurité dans mon affaire. » Il est minuit -5. Voilà. Merci de la précision. Ensuite de ça, se rappeler que la cybersécurité a une incidence directe sur les résultats de l'entreprise. Oui! Aujourd'hui, de plus en plus, les chefs de direction s'en rendent compte parce que, justement, ils le vivent et il y a des incidents qui viennent donner raison. Connaître les types de cyberattaques les plus courants vous aidera à vous préparer. Comme ça, à ce moment, vous êtes adéquatement entraîné, votre staff va être correctement entraîné pour faire face à ces incidents-là. Quand la STM a été frappée en 2021 d'un rançon logiciel qui est rentré par un courrier électronique d'un employé, qu'elle avait comme concessionnaire automobile Acura à Laval. Acura à Laval, il a été pris, il s'est fait hacker. Bien, quand ils ont énuméré, là, c'est qui la liste de clients à l'intérieur d'Acura Laval, elle travaille à STM. STM, c'est une infrastructure essentielle. Ils ont fait un beau courriel piégé, la personne l'a ouvert, puis elle a impacté, donc contaminé toute la partie administrative de la STM. Ils venaient de travailler un incident similaire. L'informatisation de la place, c'est certain, c'est un fait, mais ils avaient à ce moment-là fait tout ce qu'il y avait à faire pour se préparer, et malgré cela, ils ont été pénétrés. Puis ça a pris juste 6 semaines à ramener tout ça, puis parce que justement, ils étaient prêts. Quand il est arrivé la même affaire à la STO, à Outaouais, ça a pris des mois. Parce qu'eux autres, ils appliquaient des mauvaises pratiques. On pouvait le voir de l'extérieur. Ils avaient des mauvaises pratiques. Ça, c'est la différence. Protéger chaque point d'entrée de réseau, si vous en avez plusieurs. C'est bien plus facile quand il y en a un que quand il y en a plusieurs. Pratiquer la sécurité dès l'ouverture de la session, ça va bien, ça va mieux. N'importe quel genre d'ouverture de session en passant. Et après ça, susciter l'adhésion
en montrant l'exemple. Ça commence par en haut, ça. Quand vous avez la personne en haut de l'organisation qui démontre, par exemple, qu'il ne va pas sur des sites non recommandables, des sites de porn, des sites de OnlyFans, des sites de gambling, etc., bien, déjà là, l'employé en bas, il ne peut pas le faire, son claim, de dire « Hey, j'ai besoin d'accéder à ça pour mon travail. » Fait que surtout, laissez faire les professionnels le job. Combien est-ce qu'il y en a des petites moyennes entreprises qui n'ont pas beaucoup de personnel, pas beaucoup d'argent non plus, et là, ils se disent « Ah, je sais comment ça marche, je vais l'arranger. » Je suis allé sur la Côte-Nord cet été, pour déboguer justement une clinique de professionnels. Puis le professionnel, le propriétaire, il essayait de runner sa business en même temps qu'il essayait de déboguer pourquoi il s'était fait hacker puis exfiltrer bien de l'information personnelle. Ma première recommandation de mon rapport d'observation, j'ai dit, détachez-vous de l'événement, détachez-vous de ça, puis laissez ça à quelqu'un de confiance, puis là, il va vous réparer ça pendant que vous vous concentrez à votre affaire. Mais faire les deux en même temps, pas un bon mélange. Même affaire que le Wi-Fi, je veux dire, on s'en sert, on a du fun, mais le Wi-Fi, là, un mot de passe de Wi-Fi devrait-tu être, comme j'aime beaucoup donner mon exemple, de 63 caractères qui reflète l'implantation selon l'IEEE 802.11i depuis 2003, que c'est entre 8 et 63 caractères. Maintenant, 8 caractères, c'est facile à deviner. Fait que cette table-là, produite par Hive System, démontre très bien que si vous mettez juste des chiffres, c'est fait instantanément. Si vous en mettez des chiffres et des lettres et toutes sortes de caractères bizarres, ça risque de prendre un peu plus de temps, mais pas de façon exténuante. Fait que quand vous êtes à portée d'un réseau sans fil, un Raspberry Pi, tout le monde sait c'est quoi, hein, la NASA nous sait c'est quoi, et après ça, vous pouvez mettre un logiciel qui va faire du brute force attack sur les 8 caractères. En passant, après combien de tentatives d'accès sur un réseau Wi-Fi, on se fait déconnecter? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Fait que donc, votre Raspberry Pi peut être à portée du réseau sans fil, qui est environ 300 mètres, 300-400 mètres, dépendant du placement de l'antenne, et vous pouvez le laisser rouler comme ça 24/7, puis il va craquer le mot de passe. AirCrack sert à ça, d'ailleurs, dans un Kali Linux. Et ça, c'est avec des données de 2020. Regardez la différence avec 2023. La jaune verte en bas, comment elle est réduite. Fait que ça, c'est le résultat des moyens de computing, autrement dit, de traitement d'informations qui sont plus forts et qui réduisent davantage le temps que ça prend à décoder tout ça. Mais quand je reviens à mon histoire de Wi-Fi, vous pouvez en prendre un puis le mettre complexe, mais vous pouvez prendre aussi un code QR comme ça qui va vous donner la facilité de l'intégrer dans vos appareils à la maison sans avoir à taper 63 caractères. Parce que nous autres, ça ne nous dérange pas, on est familier avec ça, 63 caractères, ça marche. Il s'agit de faire une faute, par exemple, tu le recommences 3 fois, là, tu commences à crisser. Là. Mais le code QR, c'est facile, c'est généré, bang, la caméra va vous donner la config voulue. Vous mettez ça avec vos appareils, la femme, les enfants, tout ça, tout le monde est heureux après. Et vous avez un bon moyen, avec une phrase, de protéger tout l'environnement. Sinon, avec l'application de la norme 802.1x en entreprise, ça marche très bien sous EEP, PEAP, donc l'utilisation du nom d'usager, mot de passe Microsoft de votre Active Directory, c'est une meilleure solution, une meilleure approche. Alors, quand on dit que l'information aussi, il faut la garder privée, bien, rappelez-vous une affaire. Pas parce que la 5G affiche sur votre téléphone qu'il y a un gage de sécurité derrière. C'est de l'obscurité. La téléphonie, pour qu'elle soit compatible, cellulaire surtout, vers du 4G, vers du 3G, j'en ai encore frappé sur la Côte-Nord cet été en m'en allant vers l'Est, il y a du 3G encore en circulation. Mais pour que ça soit tout compatible, tout ça, il faut que ça travaille avec un protocole commun. Le protocole de signalement SS7 est encore en fonction et il n'est pas sécurisé. Un message SMS, pas iMessage, SMS, c'est en clair. Puis ça a été démontré par plusieurs démonstrations que n'importe où sur la planète, le pirate va solliciter le réseau cellulaire avec le même identifiant cellulaire IMEI, puis il va être en mesure d'avoir la conversation vocale, il va être en mesure d'avoir le texto qui est envoyé entre deux téléphones. Fait que c'est à garder en tête comme quoi que si vous n'utilisez pas des appareils pour brouiller, comme Signal, un logiciel de source ouverte compatible sur Android et iOS, ça peut vous aider à avoir un petit peu plus de confidentialité, qui est d'ailleurs recommandé par des agences gouvernementales. Fait que ça, c'est 2 bonnes références qui existent au Centre canadien de la cybersécurité pour vous familiariser avec ces éléments-là, parce qu'une moment donné, il faut revenir à développer, avoir la sécurité par design, la sécurité aussi, qu'on dit en bas à droite, la privacy by design. Il faut qu'on le travaille, il faut qu'on l'implémente à la racine d'un projet, et non pas après. Parce qu'après, ça devient, on le colle au reste. Puis de donné, la colle à décolle. Et ou bien, on a oublié de corriger, juste d'anticiper un petit trou,
Et là, à ce moment-là, la fuite d'informations, elle sort par là, les vulnérabilités viennent l'exploiter, ça ne va pas bien. Mais quand on respecte, on met de l'avant ces éléments-là de contrôle et surtout de conformité, bien, ça donne une bonne appréciation que ça va aller mieux. Parce qu'en conclusion, on a des choix difficiles à faire. On a ces choix difficiles-là à faire, c'est-à-dire de mettre beaucoup de sécurité, mais on ne pense pas à la vie privée, mais on met plus en vie privée, mais on délaisse la sécurité. Il faut mettre un ballon à travers de ça. Et à ce moment-là, il faut que ça soit accessible, il faut que ça se travaille et que tout le monde respecte ses limites là-dedans. Parce que veut pas, à la fin, ce ne sont pas ces anciennes civilisations, les moyens des anciennes civilisations de haches et de boucliers qui vont venir mettre notre civilisation à terre. Ça va être le gars avec le clavier et la souris. Ça, je l'utilise, ça fait 25 ans et ça marche encore. C'est fantastique. Alors, messieurs, dames, je vous remercie de votre attention. Bon Hackfest. On se revoit dans les corridors. J'oubliais, il y en a qui ont des questions. Bon, ben, on se reverra tantôt. Salut!